Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission où on discute des films que l'on a vus durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 53, enregistré le 15 janvier 2020. Du coup, on va parler des films de décembre 2019. On est un peu en retard, comme d'habitude. Voilà, je vais plus m'excuser, parce que ça vaut plus la peine, je crois. Voilà. Du coup, je suis Axel, un des hôtes de ce podcast, mais j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mes co-hôtes habituels. En commençant par Morgane, du coup. Salut Morgane, comment tu vas ? Bonsoir, ça va et toi ? Très très bien, je suis très content de reprendre un peu les podcasts parce que ça fait un petit temps qu'on n'a pas enregistré et même si on est un peu en retard, c'est pas grave. Et du coup on a aussi Eddy, salut. Salut. Comment tu vas ? Très bien. Et une très parfait. bonne année à tous, d'ailleurs. Voilà. J'y pense là maintenant, mais c'est vrai que... Moi je m'en tape, mais bonne année. Non mais c'est vrai, je pense à ça. Non, mais forcément, le 15 janvier, on perd un peu le truc, quoi. Voilà, et puis même en plus on est dans le podcast de décembre, enfin voilà, c'est tout un micmac. Ça n'a aucun sens en fait. Voilà, mais de toute façon on fait du non-sens depuis le début, donc voilà. Oui, du coup, bonne année à tout le monde, et puis de toute façon on vous redira une bonne année sûrement dans le bilan de l'année. Bonne année en avance. Voilà, c'est ça. pour 2021, c'est ça. Non, comme ça, ce sera fait. Voilà, du coup, un petit podcast pour parler d'un énorme gros film. Oui, voilà. D'un gros film qui est sorti en décembre, principalement. Du coup, on aura, au niveau du sommaire, on commencera par la Select, où ce sera uniquement Morgane qui va nous parler du dernier Terrence Malick qui est sorti en décembre et qui s'appelle Une vie cachée. Donc tu l'as vu, tu vas nous raconter tout ce que tu en as pensé, pendant que nous deux, Eddy et moi-même, qui ne l'avons pas vu, pourront pourront ne pourront que t'écouter défoncer ce film. Et Eddy va me contredire, même sans... Qui semblait absolument magnifique et que mais nous ce n'avons film pas est pu magnifique. voir, Non, mais il est magnifique, exactement. mais je m'expliquerai. Il est magnifique, oui. Ouais. Et du coup, on aura le film du mois, vous l'avez deviné, ce sera sur Star Wars The Rise of Skywalker, ou l'ascension de Skywalker en français, il me semble. Oui, parce qu'on met plus les épisodes maintenant, on s'en fout. Oui, voilà. De toute façon, le fait de mettre des épisodes, c'est arrivé que avec la prélogie, donc... C'est vrai. Voilà. Et du coup, on finira avec une Minute Nerd qui sera cette fois-ci à Eddy. Donc, on n'a pas encore d'idée de ce quoi il va nous parler, et on verra bien. J'ai plus ou moins d'idées, moi. Ouais, oui, c'est comme d'habitude, c'est un peu à la dernière minute à chaque fois. C'est pour ça que ça s'appelle vraiment la Minute Nerd, c'est vraiment... C'est ça. En fait, c'est pas, la chronique ne dure pas une minute, c'est vrai, ouais. Mais ça se décide la minute avant. Ça se avant, décide à la minute, ouais. Mais tu révèles un secret de fabrication. Ouais. Okay, voilà. Et du coup, voilà, j'ai tout présenté, et on va pouvoir commencer ce podcast numéro 53 avec la Select. C'est parti. On est donc à la première rubrique de ce podcast et c'est plutôt Morgane qui va vous parler de son avis sur le dernier Terrence Malick qui est Une vie cachée. Voilà. Oui, alors je tenais à en parler parce que ceux qui suivent un peu mes avis savent que j'ai pas vraiment aimé le film, mais je vais nuancer un peu mon propos parce que c'est un film que j'aurais voulu aimer. C'est un film auquel Eddy le sait mieux que personne, que Terrence Malick j'ai décroché. On a un film préféré en commun qui est The Tree of Life, qui est pour moi non seulement le meilleur Terrence Malick, mais carrément un des plus beaux films que j'ai vus de toute ma vie. Mais après The Tree of Life, mon rapport avec le cinéma de Terrence Malick, c'était un peu mitigé. Et je me suis même totalement désintéressé. Ah ouais, mais carrément, c'était... parce que voilà, je trouvais que Malick commençait... la filmographie de Malick post Tree of Life. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai revu La Ligne Rouge, j'ai eu du mal, mais je l'ai enfin revu et adoré. Parce que c'est un film que j'avais envie d'aimer. Et du coup, je l'ai vu 3 fois. Et la 3e fois, c'était la bonne. Ouais. Et donc, pour Une vie cachée, moi, j'ai
j'étais assez confiant parce que j'avais lu beaucoup de critiques, notamment quand il est passé à Cannes, il avait fait sensation quand même. Il y en a qui parlaient de Palme d'Or. D'ailleurs, sur l'affiche, comme toutes les affiches des films qui n'ont rien eu à Cannes, c'est notre Palme d'Or. Nommé, voilà, c'est ça. Voilà, notre Palme d'Or. Enfin, en même temps, bon, il y avait Parasite, de toute façon. Hein, donc, Parasite, Palme d'Or. Il n'y a pas de débat possible. Mais en tout cas, j'avais envie de l'aimer parce que même ceux qui n'aimaient pas les derniers Terrence Malick m'avaient dit à moi, et même dans leurs critiques, si vous n'aimez pas le côté un peu narration éclatée des films de Terrence Malick post The Tree of Life, vous verrez que là il va revenir à un film avec une narration plus linéaire. Il y a vraiment une histoire, des personnages, des intrigues, c'est pas aussi flottant. Je me suis dit chouette. J'ai eu un peu peur en voyant la durée quand même, parce que ça fait quand même 3 heures, et même si c'est pas un argument en soi, je le reconnais totalement, je dois avouer que la durée a eu raison de moi. C'est que j'ai ressenti la même chose que devant À la merveille, que devant Night of Cups. Pendant 10 minutes, je trouve ça magnifique. Mais qui sont pas longs pourtant. Qui sont pas longs, oui, c'est ça. Mais en fait, pendant 10 minutes, 15 minutes, allez voir, 20 minutes, je trouve ça sublime. Je suis à fond dedans. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'émousse et qui fait que je suis distant. Et pourtant, pourquoi j'ai envie de parler de ce film-là, c'est parce que malgré mon ressenti un peu tiède, honnêtement, même s'il n'était pas dans mon top de 2019, c'est clairement un film sublime. Et parce qu'il y a tellement des choses qui sont magnifiques dans ce film, et évidemment je comprends qu'on l'aime, je comprends qu'on ait envie de le défendre, je comprends pourquoi on s'offusque, même si bon, c'est un peu normal aussi qu'il soit. Mais il a l'air de quand même faire plus l'unanimité. Hein. Ah oui, clairement, oui, je suis un peu seul, un peu sûr, parce que oui, c'est vrai que Malick c'était toujours un peu mitigé, c'était soit pour, soit contre. Ah bah oui, il n'y a jamais eu en général, la critique n'est jamais très neutre avec Malick. Non, alors que là, effectivement, il y a un sentiment d'unanimité, et à juste titre, parce que c'est un film qui est incarné. Autant Night of Cups, je trouvais que voilà, ça manquait de vie, paradoxalement. Après The Tree of Life, moi, me touchait parce qu'il racontait. Cette histoire de naissance, les origines de la Terre, tout ça, c'est des choses qui m'animent en tant qu'humain, plus qu'en tant que cinéphile. Bah ça m'ennuyait, ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a Jessica Chastain. Pour ça que j'ai aimé The Tree of Life. Non, Tree of Life, ouais. Oui. J'ai parce dit, que Voyage of Time, c'est une extension de The Tree of Life, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Disons que c'est comme si dans toute la première partie de The Tree of Life, en fait, c'était... en gros, vu qu'il parle de la Genèse dans The Tree of Life, c'est comme s'il avait étalé toute la scène de la Genèse jusqu'à arriver à la famille américaine qu'on voit dans The Tree of Life, en fait. Et c'est ça. Alors justement, dans The Tree of Life, je trouvais que on avait juste ce qu'il fallait en termes de timing, quoi. Mais c'est surtout que ça faisait écho aux émotions des personnages. Oui, voilà. Et c'était un film qui avait cette grâce-là. Et dans Une vie cachée, on retrouve cette grâce-là. Et même par les acteurs. L'actrice qui s'appelle Valérie Pachner, il me semble, elle est juste... Elle est incroyable. De même pour l'acteur principal qu'on a vu dans Inglourious Basterds, où il jouait un nazi qui s'appelle Auguste Diel. Au niveau de l'histoire, j'ai pas raconté. C'est l'histoire d'un paysan autrichien qui. Oui, parce que quand même. C'est basé sur une histoire vraie. C'est pas banal en plus comme sujet. C'est basé sur une histoire vraie qui raconte l'histoire de. Alors là, j'ai le nom sous le nez. Franz Jägerstätter, qui est un paysan autrichien qui a refusé de se battre pour Hitler. Donc, du coup, il a été reconnu coupable de trahison par le régime d'Hitler. Donc, en gros, il va vivre emprisonné et il est passible de la peine capitale. Donc, c'est vraiment tout un film sur la foi, etc. Là, c'est vraiment des thèmes qui sont très malickiens. Et en soi, Eddie, je suis sûr que quand tu vas voir ce film, tu vas l'adorer parce qu'on va le rappeler pour ceux qui nous écoutent. Eddie, c'est vraiment l'expert Malick. C'était fan de Malick, quoi. À chaque fois qu'on dit ça sur lui, il déteste. Hein, donc... De quoi ? Je sais pas que je suis un expert. J'estime pas avoir une expertise en. Non, mais tu aimes son cinéma, mais tu ressens son cinéma. C'est juste que ça me parle, mais comme ça peut parler à plein d'autres mondes, en fait. Oui, mais moi, quand je dis Malick, je pense à toi. Comme vous, si vous pensez Gravity, je pense que vous pensez à moi, forcément. Légèrement, oui. C'est vrai que c'est difficilement dissociable. Oui. Et je sais bien que c'est un film qui va te plaire, comme il a plu à beaucoup de personnes, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce sentiment, comme Once Upon a Time in Hollywood, de films que j'aurais voulu aimer, mais je sais pas, ma subjectivité fait que je me suis vraiment ennuyé devant ce film.
Et pourtant, il y a tellement de choses à l'écran. La BO je crois que c'est James Newton Howard, il me semble. Oui, c'est ça. Et la BO est juste incroyable de beauté. Enfin, c'est gracieux, c'est incarné, il y a de la vie dedans. Ce que je trouvais qu'il n'y avait pas, ce qu'il n'y avait plus dans les films post The Tree of Life. Et là où c'est frustrant et j'arrive pas. Ce qui était plus ou moins volontairement le cas, d'ailleurs. Oui, voilà, mais le fait qu'ils reviennent à cette narration linéaire, j'aurais dû me dire, parce que comme la ligne rouge finalement, la ligne rouge fait à peu près la même durée, et pourtant je sais pas, là c'est peut-être une histoire de propos, mais là il y a quelque chose, il y a une distance avec ce film qui m'ennuie, et c'est pour ça que je tenais à en parler, parce que ça fait partie des films, c'est pas des films où j'ai pris un malin plaisir à dire je n'ai pas aimé, au contraire je n'ai pas aimé, mais ça m'emmerde. À retenter, je sais pas, parce que je pense que c'est un rythme aussi qui est très particulier, cinéma Terrence Malick, je sais pas, ça a pas pris, et j'ai l'impression que je crois que Malick c'est plus du tout, je crois que je vais plus tenter, parce que quand il fait du Night of Cups, j'aime pas, et là quand il retourne à une narration linéaire, comme on me l'a dit et redit avant que le film sorte, ça me plaît pas non plus. Donc je pense que The Tree of Life était une anomalie, et la ligne rouge aussi, dans le cinéma de Terrence Malick. C'est peut-être pas un cinéma qui est fait pour moi, et je vais commencer à me faire une raison. Mais en attendant, voyez-le, parce que vous aurez pas vu de film, c'est un des plus beaux films de l'année, quoi. Mais clairement, voilà, faut être préparé. Donc c'est pas mauvais, c'est juste que moi j'aime pas. Et je tiens à avoir cette nuance-là d'ailleurs. Bah oui. Voilà. Et comme souvent d'ailleurs. De quoi ? C'est souvent le cas. Oui. Après, il y a des films qui sont vraiment mauvais quand même. Mais, Oui, non, mais oui, c'est sûr, oui. Mais non, là, non, c'est pas mauvais. Il y a tellement de bien souvent, choses. il est plus souvent question de choses De que l'on goût. n'aime pas que de choses qui sont fondamentalement mauvaises. Dans le cas de ce film-là, il y a tellement de choses aussi, parce que le film raconte quelque chose. Il y a des émotions. C'est un film qui, comme j'ai dit, qui est incarné. La scène finale, elle est déchirante. Même moi, qui ai une distance émotionnelle avec le film. Il y a un moment donné, c'est un détail, et je dirais pas quoi parce que ça spoilerait, et on en parlera Eddie quand tu l'auras vu, mais il y a un moment donné, je me suis dit, waouh, c'est une touche gracieuse qui dure une microseconde, et là à ce moment-là, j'ai compris ce que Malick voulait me raconter, mais après c'est peut-être la durée aussi, parce que peut-être. Mais après, le cinéma de Malick, moi je le vois un peu comme c'est de la mosaïque en fait. C'est un assemblage d'images. Et qui vont pas forcément toutes te toucher, mais il y a des instants comme ça d'images qui vont être très courts et qui te marquent en fait. Pour le coup, je crois pas si bien dire, parce que le moment en question, c'est quand je repense aux scènes les plus fortes que j'ai vues l'année dernière, du coup, je pense qu'elle peut être dedans, quoi. Et c'est même pas une scène, c'est juste un détail. C'est un plan. C'est un plan. Sans expliquer en tête, c'est un plan de bisous. C'est un soldat qui fait un bisou sur la joue d'un autre soldat. Et cette scène, ce moment-là, ça m'a déchiré le cœur. Je me suis dit, c'est un moment d'humanité. Ouais, un moment d'humanité, parce que c'est, après je vais pas m'étaler parce que sinon ça peut spoiler. Mais en tout cas, voilà, c'est un moment d'humanité qui m'a vraiment touché, et je suis sorti de là en me disant merde, quoi. J'ai pas, j'aurais voulu crier chef-d'œuvre, j'aurais pu, mais non. Donc, mais il faut le voir parce que c'est quand même un beau morceau de cinéma. Objectivement parlant, c'est un beau film. D'accord, comme le Tarantino. Oui, c'est vrai. Ok, très bien. Du coup, on a fini sur la Sélec, et on va passer au gros morceau du podcast qui est le film du mois. Et on va parler de Star Wars The Rise of Skywalker juste après le générique. On est à la rubrique du film du mois. Comme je l'ai dit juste avant, on va parler de Star Wars, du coup, épisode 9, The Rise of Skywalker, ou l'ascension de Skywalker en français. Réalisé par J.J. Abrams, scénario aussi par lui-même, et Chris Terrio. D'après une histoire de J.J. Abrams, Chris Terrio, Colin Trevorrow, Derek Connolly. Ça fait du monde. Pour si peu.
Oui. Du coup, sorti aux États-Unis le 20 décembre 2019 et en France le 18 décembre 2019. Et oubliez le vin. Morgane, il va faire que des pics comme ça jusqu'à son avis, hein, moi je vous préviens. Pour tout le casting, je vais pas tout vous dire, je vais vous dire les personnages principaux, hein, parce que ça va être très très long sinon. Du coup, on retrouve Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Mark Hamill. Voilà. Anthony Daniels, quand même signalé, puisque c'est le seul acteur qui joue dans les 9. Donc quand même. Voilà. Donc c'est un truc cool à dire. Voilà. Du coup, film pas mal attendu, hein, clairement, puisque c'était annoncé comme la fin de la saga dans son entièreté, puisque la saga qui a commencé du coup avec le premier qui est sorti en 77. Et du coup, on clôture quelque chose qui a commencé en 77 en 2019. Il y a eu 8 films auparavant. Donc c'est quand même quelque chose de très lourd à porter sur les épaules du réalisateur, des scénaristes aussi. Et donc, voilà. Pas mal de monde ont réagi. J'ai pas vu énormément de gens très très contents de la manière dont ça a été abordé, cette fin, puisqu'il fallait quand même résoudre pas mal de choses on peut le dire, quand même peu de temps, même si le film fait quand même 2 heures quelque chose, 2h20, 22. Ouais, 2h20, voilà, oui. à peu près. Donc voilà. Moi, je voudrais en fait qu'on commence avec Eddie, puisque tu as fait une critique sur Movies Nerd que les gens peuvent aller lire, et du coup qui est peut-être je vais te laisser la parole pour dire qu'est-ce que tu as pensé de ce film. Je suis censé avoir l'avis le plus nuancé, c'est ça? Je sais pas, en fait, moi je pense que je suis un peu entre les deux. Ouais. Et même je tends plus vers toi, en fait, c'est-à-dire que j'ai juste pas dit qu'on va spoiler le film, voilà, pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, on va spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez soit avancer jusqu'à la minute nerd, soit arrêter le podcast tout court. Voilà. Donc du coup, Eddie, je pense que tu l'attendais, ce film, quand même. Tu le redoutais? Je le redoutais plus que je ne l'attendais, je pense, quand même. Parce que moi, j'avais bien aimé le 8. Contrairement à la moitié de la planète, en fait. Moi, je faisais partie des gens qui avaient bien aimé, parce que ça secouait un peu, ça donnait un bon coup de pied dans la fourmilière, en fait, de l'univers Star Wars. Et j'estime qu'au bout du 8e film, c'est ce qu'il fallait, en fait. Il fallait reposer des bases, il fallait reposer des bases que le 7 n'avait pas vraiment posées. Puisque même si j'aime bien le 7, c'est vrai que en y réfléchissant, ça reste quand même un épisode assez pas factice, quoi, mais c'est clairement, c'est vrai, c'est bête à dire, mais effectivement c'est la même chose qu'un Nouvel Espoir, ou l'Empire contre-attaque, mais c'est quasiment la même chose, oui, qu'un Nouvel Espoir. Donc sur beaucoup de points, quand même, je trouve que c'est assez similaire. Ce qui m'empêche pas d'apprécier le film, hein, au demeurant. Après, je pense que c'est aussi parce que c'est le premier Star Wars que j'ai voyé au cinéma. J'avais pas vu les autres au cinéma. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Donc, il y a l'affect aussi qui est là. Et au-delà de ça, c'est un film que j'apprécie plutôt bien, mais je lui reconnais quand même de ne pas être original du tout. Alors que pour le coup, je trouvais le 8 beaucoup plus intéressant. Il y avait quelques liens avec l'Empire contre-attaque. Notamment formation Jedi et tout ça. Ouais, bon après, ce que je voulais dire, le format Star Wars, c'est-à-dire que tous les films se répètent un peu. Mais c'est ça. Et moi, je suis assez bon public, c'est pas forcément des choses qui me gênent énormément à partir du moment où
où le fond me raconte autre chose. Et le 8, en fait, c'était ça. Il pouvait utiliser un peu certaines formules narratives présentes dans d'autres épisodes. Bon, après, il s'inspire principalement de l'Empire contre-attaque, qui, pour moi, est le meilleur de tous les Star Wars. Ouais. Moi, j'adore le 6. Hein. Je préfère. Même si je m'en fous. Si elle est Ewoks, c'est pas grave. Et du coup, moi, j'aimais bien ce que ça racontait dans la mesure où ça reposait les bases, et c'est que surtout, ça n'hésitait pas à malmener un peu la mythologie Star Wars. Et ça a fait gueuler les fans, ce qui est tout à fait logique, puisque les fans, finalement, s'établissent eux-mêmes des codes qui doivent faire un film Star Wars, sauf qu'un film appartient à ses producteurs et non pas à ses fans. C'est les producteurs qui tiennent les cordes, qui vous donnent comme le dit Alexandre Astier, qui nous donnent ce que l'on pourrait avoir envie de voir, et non pas forcément ce que l'on veut voir. Et moi, je trouve que le 8, en ça, fonctionne assez bien. Du coup, bon, forcément, il s'est fait cracher dessus, donc on se doutait évidemment que le 9e allait devoir ramener dans le Saint-Giron Lucasfilm tous les fans. On va quand même rappeler que à la base, c'était Colin Trevorrow qui devait devait réaliser le film. Et à l'heure où on enregistre, on a des leaks du scénario de Colin Trevorrow qui sont sortis sur Internet. J'ai pas lu. Et en fait, il se trouve que le scénario de Colin Trevorrow, réalisateur de Jurassic World, du coup, qui ne brille pas, qui n'est pas un mec qui brille par son originalité, mais il se trouve que le scénario de Colin Trevorrow, finalement, semblait plus original que ne l'est actuellement Star Wars 9. Et notamment, il n'y avait pas de retour de Palpatine. Voilà, donc déjà rien que ça. C'est une grosse partie du film. C'est J.J. Abrams qui avait été annoncé pour reprendre l'épisode 9 suite au départ de Colin Trevorrow pour cause de différends artistiques. La bonne excuse qu'on nous sort à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, en fait. Et du coup, moi, quand j'ai vu, tant que c'était Colin Trevorrow, même si c'est pas un réalisateur extraordinaire, je demeurais curieux, parce que je me dis en même temps, le mec il avait fait 2 films, il avait fait Safety Not Guaranteed et Jurassic World, et je me dis c'est son 3e film, et The Book of Henry aussi, et The Book of Henry entre temps, qui était pas mal. C'est vrai que sur un Star Wars on est sur quelque chose, c'est assez cadré. Autant on sent que sur Jurassic World il peut faire un petit peu ce qu'il veut quand même. Oui, c'est vrai. Mais là non, là clairement non. Et effectivement, je pense que de toute façon ils ont cherché à le brider un peu, sinon il serait pas parti, quoi. Donc du coup c'est pour ça qu'il est parti, et on a recollé J.J. Abrams sur le film. Et à partir de là, moi je me suis dit, alors le problème c'est que là c'est soit J.J. Abrams reprend la suite de Rian Johnson et du coup est obligé d'aller sur quelque chose de neuf, parce que Rian Johnson lui a pas laissé un scénario qui permet de faire un remake du 6e, par exemple, du Retour du Jedi. Donc ou alors je me disais il va balayer la table, quoi. Table rase, et il va vraiment repartir sur ce qu'il fait continuellement, tout le temps, enfin constamment. Il va faire un pseudo remake du 6e, parce que J.J. Abrams désolé, mais c'est ça, son cinéma, moi je suis navré, mais bon, c'est pas un réalisateur que je n'aime pas, mais j'adore Super 8, mais Super 8 c'est les Goonies, c'est tout Spielberg, c'est Poltergeist, c'est tout ce que tu veux. Star Trek aussi. Ça n'a rien d'original. Mission Impossible, c'est le 3e épisode d'une série. Voilà, J.J. Abrams, c'est pas un mec qui fait des trucs originaux, c'est comme ça et c'est tout. Il a fait Lost. Oui. Mais il est très à l'aise sur le format série, mais c'est vrai que les films, et je pense que voilà, il est plus intéressant là-dessus. Ou alors Star Trek, par exemple. Star Trek, ça va. Star Trek, il a réussi. Le Star Trek 2, c'était un remake du 2e. C'est ça. Et Star Trek, même si j'aime aussi, tu sens bien que dans Star Trek, on modernise, mais on réinvente pas. Donc, c'est ce que je lui reproche un peu. Et moi, quand j'ai vu que c'était lui qui venait sur cet épisode 9, je me suis dit, c'est fou, on s'est plié, quoi.
on va se retrouver avec un retour du Jedi déguisé. En plus, les bandes annonces nous montraient des plans de forêt, des machins. Bon, on s'est dit, c'est bon, c'est vu. Et au final, quand j'ai vu le film, vraiment, j'allais dans la salle en me disant que j'allais voir la même chose que le 6. Et ben, au final, non. Je trouve pas. Je ne dis, le film n'est pas forcément excellent, hein, loin de là d'ailleurs. Mais par contre, je pense pas qu'on puisse lui imputer d'être un remake. Non, ça c'est clair. Honnêtement. Même toi, Morgan, qui est parmi nous trois, qui est vraiment celui qui a le moins aimé, je pense pas que tu puisses le qualifier de remake d'un des autres Star Wars. Ah non, pas du tout. Et je m'attendais pas à un remake, hein, très franchement. Moi, je m'y attendais vraiment. Moi, je m'attendais vraiment à retrouver beaucoup d'éléments, du retour du Jedi, quoi. Et pour le coup, je trouve que non. Alors, le film, effectivement, n'est pas parfait. Il y a beaucoup de facilité au niveau du scénario, ça c'est sûr. Ça apporte des réponses à des questions qui restaient en suspens dans l'épisode 8. Mais pour nous amener des trucs qui sont pas forcément plus intéressants. En fait, je pense que le plus gros défaut du film, c'est pas tant, par exemple, la facilité d'écriture de faire revenir Palpatine. Parce que pour moi, c'était acté qu'il était mort, en fait, Palpatine. Oui. Voilà. Ouais. Mais c'est surtout que c'est une conclusion qui est... Enfin, c'est surtout que c'est la conclusion de 40 ans d'histoire, mais c'est plat, en fait. On était en droit d'attendre quelque chose de plus... de plus inoubliable, hein. Et c'est vrai que la conclusion fonctionne, mais elle est quand même c'est pas un film qui va marquer par ce qu'il raconte, en fait. Ah oui, bah ça c'est sûr, hein. Donc moi, c'est l'avis général que j'ai là-dessus, c'est que on est sur un film qui fait du fan service, parce que de toute façon, Star Wars, ça n'appartient plus aux producteurs mais aux fans. C'est les fans qui dictent véritablement ce que peut être un film Star Wars. Alors moi, j'espère que c'est vraiment quelque chose qui va rester que pour la saga des Skywalker, et qui ne va pas empiéter sur les nouveaux projets qui peuvent être lancés autour de Star Wars. J'espère qu'on va vraiment avoir des trucs qui sortent de l'ordinaire. Moi, c'est tout ce que je souhaite maintenant à la franchise Star Wars. Mais ce film-là, oui, effectivement, c'est du fanservice. C'est quasiment aucune surprise. Quasiment, c'est je veux dire, moi je trouvais que c'était aucune surprise. Il n'y avait aucune surprise dans ce film. Moi, il y avait juste la mort de Kylo Ren. Je voyais pas forcément ce personnage mourir. Ouais. Mais en même temps, vu le titre, oui. Bon, techniquement, on finit les Skywalker, donc Ren en étant pas une, il n'y a plus de Skywalker. Il y en a plus, du coup. À la fin, c'est pas ce qui est dit, mais... Bah si. Oui. Elle se renomme. Voilà, elle se sent adoptée un peu. Mais elle n'a pas de lien de sang. Ah oui, non, mais oui, bien sûr. Non, mais j'ai jamais dit... La seule bonne idée du film, d'ailleurs. Oui. De quoi les origines de Rey, même si à la base ça devait pas être comme ça, il me semble qu'elle devait vraiment être une inconnue. Enfin, ses parents ça devait être comme ça. Et ça, en soi, je trouvais ça beau. Techniquement, ils le sont. Voilà. Même s'il y a quand même un truc, enfin, il y a quand même des incohérences derrière tout ça. J'en parlerai après. Ouais. Mais en soi, c'est bien que le fait d'être Skywalker, c'est pas juste une histoire de sang, c'est une histoire aussi de. C'est un symbole. C'est symbolique. Donc ça, à la limite, c'est le seul petit truc. C'est quelque chose qu'utilisait bien, par exemple, Rian Johnson dans le 8, avec les petits gamins. Les petits gamins qui s'éveillaient en fait à la force. Et en fait, tout le monde trouvait ça incohérent, mais ça faisait quand même 7 épisodes que l'on nous dit que la force s'équilibre constamment. Moi, ça m'avait jamais choqué de voir des gamins s'éveiller à la force. Alors peut-être pas aussi rapidement, effectivement. Mais c'était utilisé comme un espoir, quoi. Et le fait que des Jedi existent dans l'univers Star Wars, au point où on en était en fait dans le 8, au vu des événements, tout ça, c'était utilisé comme un message d'espoir. Et évidemment,
évidemment, dans le contexte de cette post-logie, ben forcément, espoir Jedi égale Skywalker, parce qu'il n'y a pas d'autres Jedi. Donc oui, c'est le côté symbole des Skywalker est intéressant. Après, on peut pas vraiment dire que les parents de Rey ne soient personne, soient des inconnus, mais en même temps, ça reste aussi des inconnus, puisque finalement, même si c'est sa mère qui est la fille de Palpatine, je crois que c'est ça. C'est sa mère. Non, attends, c'est son père ou sa mère? C'est le père. Enfin, l'un de ses parents est en tout cas l'un des enfants de Palpatine. En gros, lui, il les a reniés. Donc, grosso modo, il n'existe pas, quoi. Ouais. Il n'existe plus, du moins. Parce que il les a reniés, on suppose même qu'il les a zigouillés, quoi. Donc, oui, c'est ça, et c'est là l'incohérence que j'ai, parce qu'en gros, si il a tué son propre fils, propre fils n'avait pas les moyens de se défendre contre son... Enfin, il y a un truc qui est quand même très bizarre, parce que on voit qu'ils se sont fait tuer comme des merdes, il me semble. Si même en gros, on les voit s'envoler. Oui, voilà. Ils avaient sûrement pas la force, parce que, enfin, je veux dire, par exemple, la mère de Anakin, elle a pas non plus la force, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je veux dire. Ouais, ça Anakin, c'est l'élu. Oui, voilà. Anakin, c'est Jésus, quoi. Donc bon. Marie ne changeait pas l'eau en vin. Mais je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un qui a la force a un enfant que cet enfant va forcément avoir la force. Mais c'est ça, en fait, faut le voir un peu comme les jumeaux. On dit que ça saute une génération, c'est un peu la même chose, en fait. Voilà. C'est vrai que tu n'es pas, tout le monde n'est pas forcément éveillé sensible à la force, en fait. Ça, Et Rey, pour le coup, elle y est, on nous amène, là pour le coup, peut-être ce que réussit quand même le film, maladroitement, mais il y arrive quand même, c'est qu'on nous explique pourquoi elle, en l'espace de quelques jours ou quelques semaines, elle arrive à déjà contrôler les esprits, machin. C'est qu'elle a vraiment une prédisposition très 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 forte. On suppose même pour le coup quasiment plus forte que son grand-père, que Obi-Wan ou même Yoda, soyons fous. Et du coup ça, le film l'explique un peu, et Kylo Ren finalement l'avait bien compris. Mais après le problème, je pense aussi du film, c'est surtout, on nous parle de Palpatine, mais le problème c'est que on nous l'a pas teasé du tout, en fait. On a beau nous dire qu'il a créé Snoke et que du coup Snoke n'était qu'un pantin, c'est facile, quoi. Mais c'est tout le problème du film, c'est que c'est pas forcément ce qu'il raconte, le problème, c'est de la manière qu'il a de l'amener, en fait. Ça manque de... Tout arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est ça, en fait, c'est une trilogie qui manque de pont entre les films pour amener ses idées. Et on sent bien, pour le coup, en voyant ce film-là, encore plus que sur les deux autres, on sent vraiment bien que c'est une trilogie qui a été écrite au fur et à mesure. Et c'est ce qui la pénalise, parce que la trilogie de George Lucas, épisode 1, 2, 3, moi je suis pas la prélogie. Je suis pas fan de la prélogie. Il y a que la revanche des Sith que j'apprécie à peu près, que j'apprécie même plutôt bien quand même. Et je revois quand même un peu à la hausse le premier épisode aussi, mais le 2 c'est pas possible. Mais aussi bancale soit-elle, cette prélogie, on peut pas lui reprocher écrite sur 3. Tout était écrit avant d'entrer en production. Et ça se sent, parce que tout est cohérent. C'est pas forcément bien fait, parce que moi je trouve toujours qu'Anakin devient trop vite Dark Vador, que tout va trop vite dans la deuxième partie du film, mais il n'empêche que tout était écrit, que tout a une logique, et c'est ça en fait qu'on retrouve pas dans cette post-logie, c'est que y a pas de, ça manque de pont, comme je disais, c'est que il y a pas de logique entre les films qui permettent de les lier vraiment entre eux. On a des éléments qui vont être présents dans un autre film, dont certains pans vont pouvoir être réglés dans ce film-là, mais dans l'autre film d'après, ça peut rester en suspens, puis finalement se régler dans le troisième, et puis vice-versa. Et c'est trop... à part le fil conducteur de Rey, finalement, et de ses origines, on n'a rien on n'a rien vraiment qui permet... On n'a pas de lien, en fait, entre tout ça. Hormis le fait que, Rey soit une Jedi en devenir, quoi.
Oui, oui. Ouais. Et forcément, oui, c'est ça déjà, c'est pas original en soi. Ouais, c'est clair. Et après, moi, dans les choses qui m'ont moins plu, et ça c'est typiquement du DJ Abrams, c'est ce que je n'aime pas forcément chez lui. Déjà Kylo Ren, alors qui lui devient, alors qui change dans le 8, qui gagne en profondeur, qui devient plus intéressant, qui dans le 7, pour les besoins d'iconographie, redevient mauvais au début, puis finalement redevient bien. En fait, le film repose le 8, c'était pas bien. Les fans n'ont pas aimé, donc on va tout refaire, en fait. On va refaire 2 films en un film. Ouais, voilà, c'est ça. On fait un 8 en express au début. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. On va vous passer le 8 en accéléré, mais de la manière qu'il aurait dû être, hein, parce que comme ça, vous êtes content. Et puis après, on peut vous faire ce qu'on avait envie de faire. Mais tout en intégrant du Palpatine et tout, parce que de toute façon, on n'est pas capable d'inventer un grand méchant, et puis Kylo Ren, finalement, il peut pas vraiment être méchant. Non. Ouais. Et puis c'était impossible aussi d'avoir un méchant qui ait pas de casque, donc on va lui refaire son casque. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'on lui donne trop... à chaque fois, dans chaque film, un comment dire, une nouvelle casquette. Ouais, non, mais ouais, voilà, c'est ça. Et puis aussi une excuse pour refaire son casque ou l'enlever ou enfin, tu comprends rien du tout au fait. Enfin, c'est vraiment, il y a des problèmes de logique. C'est pas des personnages très bien écrits, quoi. C'est le problème. Ouais. Après, je dis pas qu'ils sont pas attachants. Moi, j'aime bien Poe Dameron, par exemple, j'aime bien. Je trouve que il est simpliste, mais c'est un personnage qui fonctionne plutôt bien. Après, voilà, les habitués. J'ai quand même eu des émotions dans le film. Je me suis dit, Chewbacca, ils peuvent pas nous le faire mourir comme ça, c'est pas possible. Non, mais attends, mais ça, enfin. Ah mais moi j'ai cru, hein. Je me suis dit, mais en même temps, mais tu t'attends à tout, Axel. Tu t'attends à tout. Non, mais je veux dire. Mais on se doutait, enfin, de toute façon, Leia va mourir. Pour moi, c'était évident que Chewbacca meurt. Bon, finalement, il meurt pas. Ouais. Mais je me suis dit, je m'attendais à ce qu'il meure, mais je m'attendais pas à ce qu'il meure comme ça. Je trouve que en fait, ça aurait pu fonctionner. Le fait de jouer sur le fait il est mort, il est pas mort, mais je trouve que la manière dont c'est mis en scène, justement, tu sais très bien qu'ils vont pas tuer un personnage aussi important comme ça. Alors après les retours désastreux qu'ils ont eu sur le 8 où ils faisaient n'importe quoi avec les personnages principaux, avec les personnages des trilogies précédentes, c'était impossible. Donc moi déjà cette scène je la trouve absolument atroce, que ce soit le combat entre Rey et Kylo Ren avec le vaisseau. Non, j'ai trouvé ça pour le coup, j'ai trouvé ça classe. Quand elle saute par-dessus, ok, c'est classe. Le fait qu'elle arrive à briser l'aile comme ça du vaisseau, je trouve que c'est plutôt joli et par rapport au 8, je trouve qu'il y a quand même un peu plus d'idées de mise en scène dans celui-ci. Pas par rapport au 8, par rapport au combat, 7. Tu veux dire? Oui, et puis même la fin, je trouve le fait de les voir. En fait, ils prennent vraiment les vaisseaux d'assaut, mais à bras le corps, quoi. Ils courent sur les vaisseaux. J'ai trouvé ça assez cool. Oui. Moi, je parlais plus. Il y a plusieurs idées de mise en scène, mais je trouve que ce face à face entre Rey et Kylo Ren, il est inutile en fait. Parce que il est incohérent aussi parce que en fait, Rey essaie de récupérer le vaisseau où il y avait Chewbacca avec la force, et Kylo Ren essaye de le refaire partir, quoi. Et c'est un combat de force, etc. Et puis après il explose tellement Rey tellement elle s'est concentrée dessus, et elle croit qu'elle a tué Chewbacca. Mais le problème en fait c'est surtout que Kylo Ren il s'est posé en face de Rey, et après la scène d'après c'est Rey tranquillement dans le vaisseau en train de dire oh mince Chewbacca, mais Kylo Ren il a fait quoi en fait? Il l'a juste regardé rentrer dans le vaisseau. Enfin je trouve ça d'une débilité affligeante, quoi. Oui, non, ça va pas loin, hein. Non, tu vois, il y a plein de petites incohérences comme ça qui me sortent du film, et tu sens qu'encore une fois, c'est des scènes qui ont été écrites de manière, qui ont été écrites entièrement, mais je pense qu'ils ont été recoupées et tout, en fait. Ouais. Aussi. Je pense qu'il y a eu pas mal de réécriture au montage
où justement... Ça, c'est sûr. Ouais, et ça se sent, c'est charcuté. Voilà, c'est ça. Déjà, ça a été réécrit au niveau du scénario, quand ça a été tourné. Mais en plus, la réécriture au niveau du montage rend le truc complètement illisible à certains moments et incompréhensible, en fait. Et pour moi, c'est vraiment peut-être le plus gros problème du film. Au dehors du fait que l'histoire... fasse sens, etc. Oui, parce que c'est ça en fait l'histoire. Bon, finalement, on s'attendait à tout. Voilà, c'est ça. Et au final, moi, j'en suis ressorti en me disant, bon, c'est pas ouf, mais en même temps, ça aurait pu être tellement pire. Ouais, oui. Que du coup, bon, ça passe. Mais moi, j'ai plus été déçu par le fait que ça soit une conclusion en fait. Ça aurait été un épisode random. Ça aurait été un épisode de transition, un peu comme l'était le 8. Ça m'aurait moins dérangé. Ouais, s'il y avait eu un 10 à la fin. Enfin, s'il y avait eu un 10e épisode, tu te serais dit, ouais, bon, bah voilà, c'était un épisode filler, quoi. C'est ça. Clairement. Ouais, je comprends. Là, le fait que ça soit une conclusion, je trouve que c'est un peu dommage, en fait, de conclure un élément aussi emblématique de la pop culture de cette manière, quoi. Oui, c'est sûr. Et après, dans l'autre truc qui m'a un petit peu gêné, bon, ça c'est un peu plus secondaire, mais c'est C3PO. Qui est un personnage que j'aime beaucoup, mais qui pour le coup a vraiment des réactions humaines. Alors ça m'a fait rire, il a des bonnes punchlines, mais par contre, je trouve qu'il est trop, il est trop humanisé. Humanisé, en fait. Ouais. Et justement, quand il le reboot, peut-être que c'est pour, enfin, du coup, il le reboot pour qu'il puisse lire du site ancien, pardon. Oui. Du coup, on se dit non, c'est 3PO, il a perdu toute sa mémoire, mais finalement. R2D2, et puis ici, quand même, dans les éléments qui vont pas, il aurait quand même fallu nous expliquer un minimum comment Palpatine revient. Mais je pense que c'est là où Morgan a le plus gros problème, un des plus gros problèmes avec le film, et il m'en avait parlé. Ne serait-ce qu'une petite piste, quoi. Ouais, avant que j'aille voir le film, on en a enregistré un podcast, et du coup, il m'en avait parlé, mais sans trop m'en dire. Il m'avait vraiment dit que ça arrive comme ça, sans explication. Et c'est un fait qu'il faut accepter. Et j'attendais de voir ça vraiment, comment ils ont pu faire, le faire techniquement, et c'est vraiment ça, quoi. Il arrive, il n'y a pas d'explication. En fait, il arrive dans le texte le pré-roll du début, quoi. Ah oui, les morts parlent. Déjà, moi, ça a commencé comme ça. Quand j'ai vu le texte défiler, j'ai regardé Alex et ça commence bien. Il me dit, oui, effectivement, ça commence bien. Mais moi, je savais que ça allait être là d'où j'ai fait, oh putain, ça y est. Et quand j'ai vu que ça commençait sur une exclamation comme ça, les morts parlent. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça ? On n'a jamais vu ça c'est toujours un peu solennel quand même. Alors là, ça fait très fan qui a ses codes et qui veut voir des trucs dans Star Wars. Mais après, moi, je suis prêt à voir de la nouveauté. Je ne demande que ça. Mais là, non. Enfin, vous pouvez pas faire des trucs comme ça sur. C'est ridicule. En fait, c'est même pas que c'est mauvais, c'est que c'est ridicule. Le texte d'introduction de Star Wars ne peut pas être comme ça dans la punchline déjà. C'est pas son rôle en fait. Son rôle, c'est d'exposer un contexte. Et même là, on pourrait se dire... Et limite, il nous aurait expliqué comment Palpatine revenait dans ce texte d'intro. Ça m'aurait suffi, presque. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les Star Wars. C'est qu'ils reposent les contextes au début. Et c'est bien, c'est une bonne idée. Parfois, ils expliquent ce qui s'est passé entre les deux films. Et ils le font juste avec une ligne, mais quand c'est un peu mieux écrit, on va dire. Alors c'est ça. Là, c'est les morts parlent. Écrit, ok. Bon, les morts parlent. Les morts parlent et puis du coup, ils reviennent à la vie, mais tu sais pas comment. Alors, ils sont branchés à un espèce de truc, tu sais pas trop quoi, ça les maintient, ils sont vivants sans être vraiment vivants, parce qu'à un moment il est quand même plus mort-vivant que vivant. Oui, ouais. Et en fait il devient vraiment vivant vers la fin, mais c'était grâce à quoi de nouveau putain, attends, j'arrive pas à me souvenir. C'est quand même pas c'est pas ouf quoi, comme manière d'amener le truc quoi. Mais je sais plus comment ils se rechargent justement les batteries. Enfin, c'est le fait que Rey devienne plus attiré par le côté obscur. Enfin, je sais plus. J'ai un trou de mémoire là-dessus. Bref. C'est pareil quoi. Franchement, si Rey elle a des prédispositions comme ça à pouvoir aller vers le côté obscur juste parce que c'est la petite fille de Palpatine. Ouais. Moi, je sais pas, je me dis juste qu'un Jedi, dans son apprentissage, il y a forcément des moments où il est toujours à 2 doigts d'y passer, du côté obscur, et puis que c'est à lui, justement, de trouver la force de ne pas y aller. Ouais.
non, vu que c'est la petite fille de Palpatine, forcément, elle a des gènes qui... Elle a toute une série de gènes qui sont pas mignons et qui veulent... Non, mais c'est ça, quoi. C'est le retour des midi-chloriens. C'est un peu ça. Il était une fois la vie dans le corps de Rey. Ouais. On a les gentils globules, les méchants. c'est un peu ça. C'est ça. Ouais. Je voudrais laisser un peu la part. On va reprendre après sur plein d'autres choses, mais du coup un peu la parole à la Morgane pour savoir. J'ai fait moins de rire. Ouais, un peu tout ce qui. Moi, je vais être très premier degré, et puis malheureusement, je vais le dire tout de suite. C'est pour moi. Rigoler un peu. On peut rigoler. C'est pour moi le pire Star Wars que j'ai vu de ma vie. C'est-à-dire que à la limite, je peux comprendre qu'on n'aime pas l'attaque des clones. Pourquoi pas, ça se comprend et ça se respecte largement. Mais en fait, le problème que j'ai eu avec ce film-là... mais l'attaque des clones a plus de cohérence, hein, Morgane. Même moi qui n'aime pas l'attaque des clones, je le dis. Hein. Oui, parce que les trois films... Alors, on aime ou on n'aime pas... L'attaque des clones n'est pas bon en termes de cinéma. C'est plus ça son souci principal. Oui, puis c'est celui qui vieillit le plus mal. C'est une catastrophe. Faut pas le revoir sur une télévision en 4K. Hein. Je pense que je vais le faire de toute façon. Parce que c'est horrible. Parce que... La prélogie, en fait, on l'aime ou on l'aime pas, encore une fois, ok. Mais elle tenait sur un postulat qui se tenait sur les 3 épisodes, qui commençait dans la menace fantôme et qui trouvait une conclusion à la fin de la Revanche des Sith. Elle avait un début, un milieu et une fin. Voilà, elle était construite, il y avait un fil rouge. Après, c'est ce qu'il y avait à côté qui a fait débat, les midi-chloriens, tout ça. Ça, c'est du détail et je peux comprendre, on en discute, il n'y a pas de problème. Mais au moins, l'attaque des clones, il y avait... quand même, ça racontait un minimum quelque chose. Il était quand même question de Palpatine. Il y avait un côté assez politisé. Ça se tenait un minimum. Après, on aime, on n'aime pas, c'est pas le problème. Là, en fait, quand j'ai vu l'ascension de Skywalker, romance à 2 balles, surtout dans l'attaque des clones qui est chiante. Malheureusement, et c'est surtout qui est tenu par Hayden Christensen. En plus, quand même un gros tétard d'acteur. Mais c'est ça. Le problème de la prélogie, c'est un cumul de beaucoup d'éléments qui. C'est pas l'histoire en elle-même. Hein. C'est comment ils amènent tout ça, quoi. Et ça, c'est assez bancal finalement. Et c'est dommage. Même le combat entre Yoda et Dooku, il est rigolo, mais franchement, pour une fin d'un Star Wars, tu attends autre chose quand même que ça. Tu sentais. Là, pour le coup, c'était du fanservice, mais bien déguisé pour le coup, parce que Yoda, on l'avait jamais vu se battre et ils nous l'ont offert ce moment-là. Mais bon, à côté de ça, le comte Dooku était quand même incarné avec classe par Christopher Lee. Il y avait quand même des choses, quand même. Là, j'ai été quand même révisionniste sur toute la post-logie. Parce que je me suis dit, et c'est normal, dans la mesure où... en sachant que t'aimes bien les 2 autres. En sachant que j'adore le 8, qui pour moi est un des meilleurs Star Wars, et j'aime bien le 7, malgré ses défauts. Voilà, c'est ça. Le 7, il y avait quand même... quand je repense, et jamais on aura atteint, même avec ce final, l'excitation, la joie d'aller dans une salle de cinéma pour revoir Star Wars. C'était pas possible de toute façon, mais je pense qu'ils ont pas aidé. Dans le 7, c'est le plaisir de voir un Star Wars qui a de la gueule, en fait. Oui, puis d'y retourner. Qui a de la gueule et qui est ancré dans son époque, et puis qu'on arrive enfin au potentiel. On a enfin atteint le potentiel visuel que peut proposer un Star Wars. Le 7, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça, principalement. C'est tout ce que, George Lucas aurait voulu faire. Et malheureusement, il a essayé de le faire avec la prélogie, mais la technologie ne lui permettait pas encore d'avoir cette finesse dans l'image, alors que le 7 y arrive, propose moins de choses, finalement, quand même, que la prélogie en termes de décor et tout ça. Mais moi, je suis désolé, l'arrivée des X-Wing, là, chez Maz Kanata, moi, je trouve ça, c'est beau, quoi. C'est trop beau, hein. Moi, ça me fait des frissons à chaque fois. Les X-Wing, là, juste à fleur de l'eau, là, comme ça, c'est trop... Et ça, c'est ce qui fait que moi, j'aime bien le 7, en fait. Mais ça tient pas à grand-chose, mais c'est ce qui fait que j'aime le 7. Pour le visuel que pour le scénario. Alors que pour le 8, en fait, pourquoi j'aime le 8, c'est que du coup, en plus de ça, on a une vraie mise en scène. Le 8, c'est du cinéma, en fait, le 8. Il y a plus de rigueur dans l'image, dans les plans, c'est beaucoup plus travaillé. C'est pour ça, alors que là... Le 8, il a contrebalancé parce que le 7, et je pense que Rian Johnson, qui lui a dit aussi, et c'est pour ça que c'est pas un mec qui est éminemment respecté, parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent qu'il a un melon énorme, alors que moi je trouve qu'il a raison. Il dit un réalisateur ne doit pas se plier à l'exigence des fans. On fait un film pas pour les fans, mais parce qu'on a envie de raconter quelque chose. Et le 8, en fait, là où il a contrebalancé, parce que le 7, il y a eu l'euphorie du début qui a fait que tout le monde disait que c'était le meilleur Star Wars de tous les temps.
Et après, bon, il y a eu des nuances et c'est là où les comparatifs avec le 4 ont fait que certaines personnes se sont dit ok, j'ai aimé, mais le film, il y a quand même, c'est un copier-coller d'un Nouvel Espoir. Donc forcément, en voyant le 8 arriver, tout le monde s'était dit il va nous faire des twists à la l'Empire contre-attaque, et en fait Rian Johnson n'a pas fait ça. Ouais. Il a fait totalement autre chose. Parce que dans le 8, finalement, est-ce qu'il y a des twists ? Aucun. Il n'y a rien dans le 8 en termes de surprise. Après, le seul twist qu'on a, c'est quand Kylo dit à Rey, non mais en fait, t'es personne. Hein. Oui, ça voilà. Mais dès le début... si, ce twist quand même avec Snoke. Oui, Snoke, moi c'est ce que j'ai dit, Snoke... Oui. Le fait Snoke que... il meurt. Ah oui. Ouais, oui, bah ça, oui. C'est quand même quelque chose... Même... Tu peux pas t'attendre ou même dès le début. C'est la grande figure, l'antagoniste principal de cette post-logie, puis finalement il meurt au bout du deuxième film. Ouais. Et même dès le début, quand on voit la fin de l'épisode 7 avec ce moment où Rey donne le sabre, on se dit dans le 8 on s'attend à ce qu'il prenne le sabre, qu'il pleure. Et non, il le balance. Et non, il le jette. Ça, c'était très, très symbolique. Et le 8 est très drôle d'ailleurs sur plein de trucs aussi. Le 8, moi j'aime beaucoup le 8. Le problème, c'est que tu te rends compte que le 8 qui a un tout petit peu, parce que Snoke qui meurt dans le 8, c'était pas prévu. On sent bien que c'est Rian Johnson qui s'est fait plaisir. Donc en fait, même si j'aime beaucoup le 8, je vais pas non plus bouder. Mais le 8, je me rappelle quand on en avait parlé, et moi je me souviens que quand j'étais sorti de la salle, je m'étais dit oh, putain, le cadeau empoisonné qu'il vient de lui faire, c'est trop bien. Et oui. Je me suis dit, il vient de lui faire un espèce de cadeau empoisonné à J.J. Abrams. L'autre, il va faire une syncope, il va jamais savoir gérer autant de. Il va jamais arriver à gérer un scénario qui ressemble aussi peu à un autre Star Wars. Et c'est ça le problème, c'est qu'on sent bien que le 9. Il a eu du mal à gérer. Hein. Le 9, il essaye de raccrocher des wagons et il le fait en un temps qui est à la fois trop court, parce que 2h20 pour rattraper tout ça, c'est pas possible, et en même temps, c'est trop long, parce que franchement, je me suis quand même pas mal. Enfin, je me suis pas ennuyé véritablement, mais j'ai pas tellement vain en fait. J'ai trouvé ça vain. Je trouve quand même que le climax de fin, ça s'étire un petit peu, mais ça encore, c'est pas grand chose. Donc le problème, c'est que j'ai été révisionniste après en me disant, cette nouvelle trilogie, c'est du potentiel gâché parce qu'elle ne tient sur absolument rien. Ah oui. Elle ne tient sur rien. C'est limite 3 films indépendants qui à chaque fois l'un essaye, le 8 essaye un petit peu de, il essaye merde, j'en ai fait tomber mon micro. Il essaye de partir sur autre chose, mais finalement ça a pas plu aux fans, donc du coup ils vont rappeler J.J. Abrams qui était, voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, là on est mort. Et effectivement, avec des choix de scénario qui sont injustifiés et bêtes, parce que si encore c'était pas vraiment justifié, ça passerait, mais là c'est bête. Le retour de Palpatine, il repose sur rien. Alors, attendez, parce qu'il y a mon chien qui est là. Mulder, casse-toi. Allez. Le Mulder n'a pas aimé, hein, tu garderas ce montage. Hein. Il n'a pas aimé. Allez, je vais garder ça. Allez, Snoke, barre-toi. Je sais pas si ça va être intéressant pour les auditeurs, mais... le retour de Palpatine, parce que moi je peux pas croire un seul instant que tout ça a amené justement au retour de Palpatine, et moi j'ai pas lu les leaks du scénario original, mais donc à mon avis Palpatine, ils sont tout juste sortis. Voilà, ils sont tout juste sortis, mais à mon avis Palpatine il apparaît pas là-dedans. Donc on sent bien que... Ah non, il apparaît pas là-dedans, alors qu'on nous dit que... Non mais le retour de Palpatine était prévu depuis le 7, hein. Ouais, mais non en fait, apparemment non, hein, en tout cas. Et justement, et là on le sent, parce que c'est quand même faire revenir Palpatine. Alors moi ce qui m'a fait sourire à l'époque, et moi c'est dès la bande-annonce que j'ai dit, là il y a une arnaque qui s'installe, là c'est une douille totale. Tout le monde était là, le rire de Palpatine c'est super, mais c'est quand même un pas en avant, 2 pas en arrière quoi. On repart sur des bases connues, avec des visages connus. Alors effectivement Snoke n'aurait peut-être pas dû mourir, et on sent bien que dans le 9 il rame un petit peu pour rattraper tout ça, parce que le fait que Snoke soit un espèce de clone de Palpatine, on sent bien que c'est le truc écrit à la dernière minute. Donc ça, à la limite, autant j'ai aimé le film de Rian Johnson, et en même temps j'ai envie d'y dire, Ryan, t'as quand même bien foutu la merde, parce que c'est un peu à cause de lui quand même tout ça, même si j'aime le 8, mais je pense mais je suis pas vraiment d'accord, parce que c'est les autres qui n'ont pas su saisir l'occasion de continuer là-dedans et de prouver justement aux fans qu'ils avaient tort. Ouais, c'est ça, mais de toute façon, les studios ont totalement écouté les fans, et dans la mesure où, c'est là où je suis un peu pessimiste et je trouve ça triste, c'est qu'aujourd'hui, les fans l'emportent sur la création, sur l'envie de créer, et Rian Johnson. Alors, Rian Johnson, il y a quelques semaines, 2 semaines à peu près, il y a eu un hashtag sur Twitter qui, et là je trouvais ça formidable,
C'était #Thank you Rian Johnson. Les gens sont en train de réévaluer le 8. Mais c'est un peu trop tard. C'était en le voyant qu'il fallait dire que c'était bien. Parce que Rian Johnson, d'après dans mes souvenirs, il devait faire une trilogie Star Wars. Oui. Et ils l'ont pas gardé à cause de ça. Et il les avait clairement mauvaises, à juste titre. Donc là, le retour de Palpatine qui se justifie sur rien. Si à la limite, allez, je suis un peu naïf, on me dit oui, le retour de Palpatine était prévu pour la fin. Mais il aurait fallu au moins nous l'annoncer un peu dès le 7, nous dire ah bon, Palpatine peut-être pas mort, dans le 8, un tout petit peu préciser le truc, et dans le 9, nous l'amener. À la limite, j'aurais accepté. Avoir des listes, quoi. Mais après, je pense qu'on aurait encore plus taxé le 7 de faire du clone d'un Nouvel Espoir, quoi. Parce que c'est exactement la formule d'un Nouvel Espoir. Mais au moins d'amener un espèce de fil conducteur qui fait que. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et je remarque quand même que les seules bonnes idées qu'il y a dans le 9, c'est les idées qu'avait instauré Rian Johnson dans le 8. La télépathie la connexion entre Rey et Kylo Ren, c'est super intéressant, vraiment. Et ça, il le garde. Et ça mais alors là, ça va même plus loin, c'est même plus de la télépathie, là, c'est qu'il y a carrément des objets qui se baladent. Oui, ça c'est bien. Voilà, cette continuité-là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Après qui communiquent entre eux, je dis pas. Mais bon, par contre, qu'ils arrivent à se passer le sel comme ça par télépathie, non. C'est pratique de temps en temps. Je dis pas que c'est pas pratique. Non, mais c'est non, quoi. Mais en soi, ça m'a pas dérangé. J'ai pas trouvé que ça allait trop loin. J'ai trouvé que il étoffait davantage cette idée-là. Et puis ça amène ce truc-là. Et moi, finalement, je l'ai accepté. Je me suis dit bon, franchement, ça va. Mais toutes les autres idées, mais on sent bien que c'est des idées qui ont été faites à la dernière minute. De toute façon, c'est un film qui a été fait. Finalement, il s'est passé 2015, 16, 17, 18, 19. Ouais, il s'est passé près de 5 ans. 5 ans pour ces 3 films. C'est beaucoup trop court. Ouais. C'est beaucoup trop court. Et malheureusement, je trouve que c'est du. Ça se ressent, quoi, quand un film est écrit à la va-vite, où chaque idée de scénario, c'est un prétexte pour recoller les morceaux qui ont été un petit peu au bout d'un moment ça se sent, quoi. On sent vraiment que c'est du cache-misère, et moi ça m'a pas plu, quoi. J'avais eu l'impression d'avoir été pris pour un con, et ça c'est un final mais franchement je veux dire, on aime ou pas la prélogie, putain, la revanche des Sith, quoi, quand même. Et pourtant, il avait quand même aussi des défauts. Grievous, c'est un peu sous-exploité, tout ça. Mais quand même, il y avait quelque chose de fort. Là, pour un final, j'ai même pas... Et puis la révélation de Rey, qui est la petite pile Palpatine, mais lol, quoi. Mais vraiment lol. J'ai tout rejeté en bloc. J'ai eu un déni devant ce film. Et c'est vraiment dommage. Après, j'ai l'impression que les Star Wars les plus... et si finalement, le meilleur Star Wars, bon, même si j'aime le 8, si finalement c'était Rogue One, quoi. Dans les nouveaux, mais de toute façon, c'est celui que j'ai le plus de plaisir à revoir. Hein. Mais je trouve ça triste, en fait. Ouais. Mais c'est un très bon film, hein, Rogue One. Hein. Parce que j'ai revu Solo l'autre jour. Oui. Non, mais de toute façon, tu sens les films où il y a eu des problèmes de production, surtout dans la saga Star Wars, je trouve que ça se sent. Morgane, toi, t'avais tout dit à peu près sur le film ? Non. Tu voulais encore rajouter des choses ? Oui, non, mais j'avais un truc à rajouter et je ne sais plus quoi. Oui, voilà. Même au niveau des moments d'émotion dans le film. On dit, la princesse Leia meurt. Mais ça m'a rien fait. Oui. Ça m'a rien fait. J'ai même pas ressenti d'émotion. Voilà. Et surtout qu'elle meurt comme ça. Voilà. Et par contre, elle meurt de quoi ? De vieillesse, Non, c'est pas. Elle utilise toutes ses dernières forces pour je sais plus quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Donc et sachant qu'on sait tous que Carrie Fisher est partie rejoindre les étoiles. Elle est morte. Elle est morte en fait. Hein, ça, elle n'est pas vraiment partie dans le ciel, elle est morte, elle est décédée, capoute. Ça aurait dû justement me toucher, parce que c'est vrai que sa mort, ça a fait quelque chose. Et pas du tout. Et alors, par contre, l'élément positif dans le film, et ça prouve que c'est un acteur qui commence un peu à être enfin estimé, respecté. Il est d'ailleurs nommé aux Oscars pour Marriage Story, même si j'ai pas trop aimé le film. Mais Adam Driver arrive quand même à être génial, à être
profond, émouvant et grandiose dans un film profondément nul. Et en cela, c'est pour moi le meilleur choix de casting de cette post-logie, quoi. Et là, aussi où j'ai eu un peu du mal, et là encore une fois je vais être très révisionniste, je trouve que malgré tous leurs efforts, Poe, Finn et Rey, ça n'atteint pas, je ne suis pas attaché à eux comme avec Luke, Han Solo, tout ça. Parce que dans la guerre des étoiles, on les voyait souvent ensemble. Là, c'était un peu dispatché. Là, ils se retrouvent un peu à la fin, mais voilà. Hein. Et puis même Rey en tant que personnage, voilà quoi. Je pensais que ça devait être même Daisy Ridley. Hein. Honnêtement, je pense pas qu'elle fera. À mon avis, elle sera pas vouée une grande carrière. Hein. Ah oui, non, mais c'est pas une très très bonne actrice. Non, clairement pas. Hayden Christensen n'était pas un très bon acteur. Elle est pas très très bonne actrice plus. Hein. Elle serre les dents, elle écarquille les yeux. Elle a une palette d'expression quand même assez sommaire. Hein. Ouais. Oui. Ouais. Après, moi j'aime bien le personnage, mais c'est vrai que l'actrice n'est pas. Ah non, je la trouve. Ouais, voilà. Donc non. Après, dans ce film-là, je pense que c'est peut-être celui où elle est le mieux, quand même. Oui, c'est vrai. Malgré tout. Ouais. Mais le pire, oui, c'est le premier. C'est le premier, c'est le 7, quoi. Non, mais mais 7, elle est pas bonne actrice du tout. Non, mais après, voilà, autant, voilà, je tape sur le film, mais il y a de la déception, il y a de la rancœur, il y a de l'incompréhension. Enfin, pour moi, c'est... Il y a un petit peu la sensation d'être pris pour un con, quoi. Oui, surtout... Un petit peu de foutage de gueule. Voilà, et je me suis dit, mais fallait pas les faire, en fait. Fallait pas les faire, je pense. Malgré le 8, fallait pas les faire. Alors après, bon, faut voir le côté positif. Il paraît que la série sur Disney+, là, sur The Mandalorian, vraiment, c'est génial. Et pour le coup, tout le monde s'accorde à le dire. Donc, moi, j'ai pas encore vu la série, j'ai pas encore Disney+. Il y a d'autres séries. Peut-être que l'avenir de Star Wars est là, hein. Je pense, plus qu'au cinéma, vraiment. Sur quelque chose de plus épisodique, de plus... Je pense aussi, ouais. En même temps, des univers aussi riches que ça, parfois le côté, le format série peut s'avérer propice après, à développer plus amplement. On a eu les séries Star Wars ont pas trop mauvaise réputation, hein. Clone Wars, Rebels et tout ça. Ouais. Les deux Clone Wars et Rebels. Clone Wars, j'en ai vu quelques-uns et c'est vrai que ça fait bien le lien entre les épisodes et c'est pas inintéressant. Et pour le coup, Anakin est plus intéressant en fait dans la série que dans les films. Ouais, c'est pas faux. Moi j'ai terminé. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai rajouté je vais peut-être dire. De toute façon, j'ai. Et puis Rose, le personnage de Rose. Ouais. La pauvre. Mais ouais. J'ai été déçu de l'avoir cantonné à si peu de choses, quoi. Puis même les autres personnages, Dominique Monaghan, franchement, on l'a annoncé comme un... Il est au casting de Star Wars, mais tant de présence et utilité surtout, mais zéro, quoi. Mais en fait, il y a énormément de personnages qui servent absolument à rien. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais Billy Dee Williams, du coup, revient dans son rôle de Lando Calrissian pour rien du tout. Moi, j'attendais la scène avec le déambulateur, honnêtement. Il était fatigué. Oh. Ah si, mais si. Oui, non, mais ça sert à rien de le faire. Non seulement fatigué, mais on sait, voilà, aucune utilité, rien, quoi. C'est, il est content, en tout cas, il sourit tout le temps, mais non, voilà. Après, on peut parler aussi de la fameuse scène de fin qui a fait polémique en Asie, là. Le bisou. Le bisou, ouais. Je l'ai vu en fait. Tu parles, mais moi, je l'ai même pas capté en fait sur le moment. Non. Moi, je l'ai capté, mais c'était. Ok, d'accord. Je l'ai pas. J'ai bien vu qu'il y avait qui faisait un bisou. Après, en fait, c'était deux filles. Et je me dis oui, bon. Non, mais moi, ça me fait rire parce que pendant des années. Mais j'en avais tellement rien à foutre en fait. Ouais. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Enfin, c'est. Voilà. Mais non, mais ça n'a rien de. En fait, non, mais c'est encore plus de. Enfin, c'est illogique. Il y avait, moi personnellement, à aucun moment dans cette nouvelle trilogie, j'ai vu un quelconque sentiment amoureux entre les deux, quoi. J'ai senti aucune attirance. Et ça arrive comme ça, mais entre qui parce que
Entre Rey et Kylo Ren. Ah non, Ah, tu parles de ce bisou-là? Non, moi je parle Ah, de bisous pardon. lesbiens à la fin. Ah, mais c'est nul. Enfin, je veux dire, on l'a teasé, mais il y a rien du tout. Mais Alors, oui, mais ça je suis dure d'accord une avec toi, ce que tu microseconde, dis. c'est 1 seconde à l'image. Oui, et du coup, moi, je me suis dit, mais t'as pas remarqué le bisou Ah entre si, si. Kylo Ren Alors celui-là, si. Celui-là, si. Mais alors, moi, j'ai pas trop aimé, et Alex m'a fait la réflexion, mais ils avaient pas plutôt une relation fraternelle, en fait Moi, à la c'est base Bah, ça, ils en sont fait, il peut-être m'a... du Nord, pas de Calais. Hein. Peut-être. Non, mais... bien sûr. Bon, après, c'est On plus embrasse près, tous les enfin, Lillois qui nous écoutent. voilà. Hein. Non, mais du coup, c'est... Ouais, ok, d'accord. Je savais pas que tu parlais de ce bisou. Ouais, Ouais, non, je si, parlais si, de parce que c'est ce bisou-là. bisou-là Bah, qui a fait polémique. Hein. Après, je l'ai pas aimé non plus, effectivement, parce que moi, je les voyais vraiment comme des espèces de frères Bah et sœurs oui. spirituels, effectivement, voilà. Mais Bah oui. non, non, moi, Éventuellement en plus- comme des âmes sœurs, mais pas comme des amants, en fait. Ah oui, mais clairement, il y a aucun... Il y avait C'était aucune... le yin et le yang, quoi. Mais pas Il y avait forcément. aucune attirance amour, oui. enfin amour, il y avait aucun sentiment amoureux dans aucune scène. Mm. Et d'un coup, ils s'embrassent. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression ils savaient pas quoi faire des personnages à ce moment-là. C'est ça. Et du coup, ils sont ah bah s'ils s'embrassaient, ce serait sympa. Enfin, je sais pas, mais Ouais, ça Non, je semble m'attendais vraiment... plus à voir Ray, par exemple, finir Ouais. avec Finn, en fait. bah, enfin, oui. S'il avait vraiment fallu réfléchir justement. sur les romances. Justement. Et ça, j'ai aussi un souci. Finn, à un moment, il y a une Faut que je scène te dise où... un truc. Ouais, voilà. Mais on il saura dit jamais jamais- quoi. Bah, si, on sait. Enfin, on C'est sait. quoi? Bah, c'est évident. En fait, il sait que c'est une Palpatine. Il le sait. Mais comment il Non, peut alors savoir apparemment, ce qui a été amené, c'est qu'en gros, il était prêt à lui révéler qu'il était sensible à la force. Moi, bon j'ai Eh pris... ben, ça nous fait une belle jambe. Alors, moi, j'avoue... Ce serait bien, on est Moi, très j'avoue heureux que j'ai pour pris toi, ça mon gars. moi, en fait, pour savoir de... Enfin, moi, Enfin, moi, j'ai pris ça à la fin, en voyant le truc. Il savait d'où elle venait. Il savait qui elle était. Et il voulait pas... Enfin, je sais... Moi, j'ai pris ça comme ça, mais bon. Ouais, mais... Ouais. Mais c'est... D'ailleurs, en parlant de et Finn, même- ça me Non, fait lui, clairement, penser c'est vraiment pas à un tous bon les... acteur, hein. Pendant des années, ils étaient là. Oui, une relation entre Poe et Finn. Ça a été teasé je ne sais pas combien de fois. Ouais. Et rien, que nenni. Donc, voilà. Ça me déçoit un peu Ouais. d'ailleurs, j'aurais bien aimé les voir. Et puis ensemble. après, t'as Oscar Isaac qui, dans les interviews, moi je suis déçu que ça se soit pas fait. Oui, mais moi aussi, j'aurais bien aimé, ça aurait été cool. Moi, en gros, enfin, j'ai rien à branler, quoi. Mais ce serait aussi arrivé un peu... Bon, c'est sûr que clairement, il y avait plus de sentiments amoureux entre Finn et Poe que Rey et Kylo Ren. Mais oui, il y avait vraiment une c'est complicité clair. entre les deux, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Ça semblait plus logique en tout cas. Mais ouais, non, c'est... Enfin, de toute façon, les relations entre les personnages, C'est je très trouve que bancal, c'est très mal amené. c'est un Ça prend très des gros problème raccourcis, du film. c'est... Ouais. Enfin, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Ouais, donc vite fait pour donner mon avis très très rapidement, même si on a pas mal discuté, et je pense à peu près la même chose. Enfin, je suis peut-être un peu moins sévère que Morgane, même si j'acquiesce sur certains de ces points où il y a vraiment, enfin, qui posent vraiment des soucis. Moi, ça fait depuis quelques années déjà que je suis désabusé par la saga Star Wars, qui avant était une saga que j'appréciais énormément et qui était très chère à mon cœur, peut-être un peu trop. Là, actuellement, c'est... En fait, quand je suis allé voir du coup ce 9e, je suis allé le voir le 31 décembre 2019. Putain. La séance de 16h, je me suis dit... Ce que tu t'es dit, Voilà. je préfère mal finir l'année que mal la commencer. C'est un peu ça, et en même temps, je me suis dit, elle a commencé cette décennie, enfin, je veux dire, cette saga a commencé cette décennie, et je voudrais pas la continuer du coup la décennie suivante. Et puis c'est surtout que c'est pas évident de ne pas se faire spoiler, quoi. Et effectivement. Même quand tu ne cherches pas. C'est ça. C'est ça. Du coup, et en fait, tu te fais même spoiler quand les personnes disent ah mais c'est dommage il n'y avait pas ça. Et du coup, bah, tu dis bah mince, j'aurais pas pu m'attendre. Enfin, je m'attendais à ça, finalement je l'ai pas quoi. Donc ouais, j'y allais pas entrer dans les pieds, mais quasiment quoi.
Le 8 m'avait... En fait, j'ai dû y réfléchir avant de l'aimer, parce que j'étais aussi un peu dans cette relation... L'amour-haine. Voilà, c'est ça, étrange avec Star Wars. Et finalement, en y repensant, même si... Enfin, j'ai pas vraiment d'énormes problèmes avec ce film. Je trouve la scène de course, sur la planète Casino, machin... Ouais, oui. Je le trouve un peu nul. Oui, non, ça c'est la partie la plus faible du film, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, le reste, je l'ai trouvé plutôt bien fait. Mais dans chaque Star Wars, je trouve qu'il y a des éléments comme ça. Même dans l'Empire contre-attaque que j'aime bien, il y a toujours des passages. Oui, il y a toujours des passages un peu mous. Oui, puis qui sont un peu chiants, quoi. Ouais. C'est les Ewoks dans Le Retour du Jedi, c'est toutes les scènes avec les Gungans dans l'épisode 1. Enfin, putain, ouais. Voilà, mais ça, c'est Star Wars, il y a toujours eu un peu ça, donc bon. Ouais, mais en fait, c'est ça. Et pour moi, le plus gros souci de ce film, c'est qu'il ait une aussi grosse legacy à porter sur ses épaules. Clairement. Si ça avait été un film qui n'était pas rattaché à Star Wars, je pense que bon, déjà il n'y aurait pas eu autant de problèmes, puisqu'on n'aurait pas dû faire des liens même forcés avec les autres films. Mais en dehors de ça, je trouve que le film visuellement il est pas si mal que ça. Le 9e. Oui, le 9e. Ah oui, non, non, de ce côté-là, moi j'ai pas de soucis du tout. Visuellement, voilà, je le trouve pas si mal que ça. Les idées qui sont amenées, bien sûr, même si c'est toujours un peu, on passe par la planète des sables, ensuite il y a la planète machin. Enfin, voilà. Non, on n'a pas de paysage. C'est Star Wars, vraiment. Quand on est dans l'histoire des Skywalker, c'est des forêts, c'est des planètes enneigées, c'est des planètes désertiques. Voilà, ou des villes, mais alors on n'a pas... Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien Rogue One aussi, c'est parce qu'on a des planètes qui sont que rocheuses, on a des planètes tropicales avec des plages et tout ça, et ça fait du bien aussi. Mais et honnêtement, moi maintenant c'est ce que j'attends d'un Star Wars, j'ai envie de voir autre chose quoi. Que du sable. Des trucs qui... Oui, voilà, je veux des cocotiers, du sable et des eaux cristallines, bordel de merde. Voilà. Non, mais c'est vrai, moi j'ai envie de voir des trucs nouveaux et j'ai pas forcément envie de revoir des histoires avec des Jedi en fait. Je pense que l'univers Star Wars est capable d'exister en dehors de Jedi. Mais oui, parce que les Jedi, c'est clairement. C'est comme, c'est une religion dans notre monde, et il y a autre chose dans le monde que la religion. Donc voilà, moi je pense qu'il y aurait d'autres choses à explorer. Et Rogue One évoque les Jedi parce qu'il y a un héritage Jedi, mais il n'y a pas de Jedi dans Rogue One, il n'y a pas de combat au sabre laser. Et Solo finalement ne parle pas de Jedi non plus. Oui, c'est vrai. Solo, c'est un western, hein, clairement. Hein. Donc, c'est un western un peu bancal, hein, clairement, mais c'est un western quand même. Donc voilà. Le film, je le trouve vraiment moyen plus. C'est-à-dire que je lui mets un 6 sur 10 sur Sens Critique. Je pense pareil. Voilà. Je sais pas si en le revoyant, je serais peut-être un peu plus sévère. Parce qu'il y a quand même des moments maintenant que j'arrive à me souvenir où je me suis quand même un petit peu ennuyé. Moi je pense que c'est l'inverse, la pilule sera passée en fait. Ouais, je sais pas. Après oui, c'est vrai que comme tu sais comment ça va se finir, du coup t'as plus d'attente. Et c'est pour ça que je relativise en fait sur l'épisode 1. Ouais. Parce qu'en fait il y a vraiment des passages que j'aime pas. Et puis il y en a d'autres que par contre je trouve super bien. Enfin genre Bon, moi, l'un de mes combats préférés dans Star Wars, c'est l'épisode 1. Maul, ouais. Ne serait-ce que pour la musique, déjà. La musique, oui, voilà. C'est souvent et puis Dark Maul, je trouve qu'il a une tronche, quoi. C'est un vrai... il parle pas beaucoup, mais il a pas forcément besoin de parler, en fait. Ouais. Le personnage est classe de base de Dark Maul, donc voilà. Et pour le coup, autant je suis pas très pour tout dériver en série, mais j'avoue, une série Dark Maul... C'est vraiment l'idée qui me brancherait le plus, quoi. Obi-Wan, je m'en fous un peu, mais alors Darth Maul... Obi-Wan, ça peut être intéressant, quand même. D'autant plus que ce sera... Si c'est Ewan McGregor qui revient, c'est lui. Oui. D'ailleurs, ça faisait des années qu'il le savait, il pouvait pas en parler. Et il a attendu d'être à la convention, enfin, je sais pas quoi, là, pour dire... la D23. Voilà, et de dire, yes, je reviens enfin, voilà. Ça, c'est quand même assez cool, parce que c'est quand même un bon acteur, c'est Ewan.
Ah oui, oui, oui. Bah oui, c'était un des Ils sont bons, ces Écossais. Oui, bah oui, c'est sûr. Mais c'était clairement peut-être même le meilleur acteur de la prélogie avec le mec qui interprète Palpatine. Je sais plus comment il s'appelle. Il est dans ce film d'ailleurs en plus. Ian Tu trouves? McDiarmid. Je trouve que Diarmid. Je trouve Mais en que fait, en tant il est que bien que quand il joue pas Palpatine, quoi. euh, Parce que quand il devient Dark Sidious, oui, non, il est nul. il est Il est mauvais, nul. Mais je mauvais, veux dire mauvais. Hein. quand il Alors, ce est maquillage. quand il est au Sénat. Oui, ça va. Tu vois, il est très shakespearien. Enfin bon, après, Star Wars c'est très shakespearien de toute façon, mais voilà, je sais pas, il a un certain charisme. Bref, du coup, pour revenir sur ce 9, pour finir un peu de ce que j'en ai pensé, j'ai été, ouais, comment dire ça. J'ai pas été déçu, hein, clairement. Je m'y attendais un peu. La façon dont ça allait se finir. Bon, quand j'ai dit qu'il y avait pas de surprise, si, enfin, quand même, le fait que Rey soit la petite fille de Palpatine, ça, je pense Oui. que pas beaucoup de monde l'avait vu venir, hein, clairement. Et en même temps, c'est comme ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est un peu normal. Ah, mais c'est sûr que quand tu n'annonces rien, Oui. forcément. Voilà. Et je pense aussi que le film, malheureusement, en fait, comment dire, le scénario, on lui en veut beaucoup dans celui-là, je trouve. Mais ils ont dû déjà nouer des liens, comme tu avais dit, Morgan, avec le 8 qui a pas mal chamboulé les choses, et pour le mieux, hein, clairement. Mais en plus, le fait d'avoir malheureusement perdu Carrie Fisher, ça a dû pas mal ça a dû leur enlever pas mal de choses qu'ils avaient peut-être écrit à l'avance et qui auraient eu plus de sens, justement, je trouve. D'ailleurs, c'était prévu à la base enfin, c'est ce qui est dit qu'à la suite du décès de Carrie Fisher, ils ont dû reprendre le scénario du film à zéro. Ah, mais ça, c'est sûr. Donc, hein, là, c'est... Malheureusement, c'est une épine dans le pied, hein, ça c'est clair. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'était peut-être le personnage le plus important. C'est surtout qu'apparemment, en fait, la trilogie, cette postlogie a été conçue comme étant autour de Leia. En fait, en hommage aux 3 personnages. Ah. Donc, le premier était centré sur sur Han Solo, le deuxième sur Luke Skywalker, et en fait, le troisième devait être centré sur Leia. Ouais, on sent très bien que celui-ci, il y avait quelque chose de beaucoup plus important et de prévu pour Leia, et qui malheureusement, ça c'est un peu comment dire, c'est de la faute de personne, quoi. Ils ont dû faire avec, quoi, clairement. Et du coup, on sent vraiment le film malade, et c'est vraiment dommage. C'est dommage de conclure une saga comme ça. Et aussi, enfin, moi je commence, en fait, j'ai tellement vu Star Wars dans ma vie que je commence vraiment à avoir du mal avec le format Star Wars. C'est-à-dire, on commence sur une planète, après il y a une bataille spatiale, après on fait des aventures, et à la finale il y a une bataille spatiale énorme, en plus de combats de sabre laser. Enfin, le format, il est tellement formaté, justement, et on sort pas du carcan, que il y a rien de surprenant dans la forme, justement, et c'est ça que le 8, même s'il reprenait quand même ce format, hein, il s'en écartait pas trop, il essayait quand même, on sentait. Là, c'est la même chose, donc du coup, on sait très bien ce qu'on va voir avant d'aller voir le film, et pour moi, c'est la mort de la surprise, clairement. Ah oui, surprise quelconque, quoi. Ah oui, aujourd'hui, c'est compliqué d'être surpris avec un Star Wars. Voilà, c'est ça, et enfin d'un Star Wars canonique comme ça. Alors du coup, il vaut mieux que, moi j'espère en tout cas, qu'ils vont pas nous faire un épisode 10. Non, mais ça je pense pas. Moi je pense pas. Je pense que. J'ai un doute aussi. Je pense que les Skywalker c'est fini. Je pense qu'ils reviendront là-dessus si admettons la nouvelle trilogie qui est en préparation ne fonctionne pas, en fait. Ouais. Si le fait de faire du Star Wars
sans Jedi et sans Skywalker ne fonctionne pas auprès du public, que les audiences ne sont pas bonnes. Peut-être que là, ils reviendront est un peu âgé. Dans 10-15 ans, ils reviendront sur du Skywalker, peut-être. Mais a priori, pour le moment, tel que c'est construit, si tant est qu'on peut appeler ça une construction solide, c'est clos, quoi. Oui, c'est clair. Donc, voilà, c'est comme j'ai dit, un moyen bien, à peu près, pour ce film. On est tous un peu... comment dire, pas déçu, mais on n'est pas en joie, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. Pas enjaillé à propos de ce film. Et puis moi j'attendais que ça, d'être surpris et d'être content de voir la fin de cette saga. Et finalement ça finit un peu en eau de boudin. Il y a pas mal d'incohérences, comme on a dit, et puis voilà. Et il y a tout l'univers Star Wars, c'est-à-dire la musique, le fait que ça commence par un titre et qu'on ait du texte après, les transitions, montage qui sont archaïques, pas possible. Ça commence vraiment à être beaucoup trop vieux, en fait. C'est ça. Et du coup, ça se ressent. En 2019, on fait plus des films comme ça. Et même la façon dont ils parlent, les personnages, c'est plus la manière dont on fait des dialogues actuellement, quoi. Ça pouvait passer dans les années 70-80, début 2000 encore, mais là on est voilà fin 2010, début 2020. Ça commence vraiment. Moi, je trouve que tu vois, les personnages, ça fait un peu trop théâtral et pas dans le bon sens du terme, quoi. Ça fait trop écrit. Ce que je veux dire, ça fait pas naturel la façon dont il parle, et ça a toujours été le cas, mais ça passait bien dans des films qui dataient, voilà, comme j'ai dit, de ces années-là, alors que là, le fait que ce soit ancré dans ça, c'est vraiment, je trouve que ça plombe encore plus le film dans ce qu'il voulait être, maintenant il reste plus qu'à réinventer tout ça et à faire des choses neuves, enfin. En espérant qu'on revoit plus de Skywalker. Voilà. Et puis on n'a pas parlé de la musique de John Williams, mais bon, y a rien qui, honnêtement, moi j'ai tout oublié, moi. Voilà, il y a aucun, et puis même de toute cette nouvelle trilogie, il y a aucun thème vraiment marquant, je trouve, de John Williams. Moi j'ai plutôt bien aimé la bande originale de ce film-là. De celui-ci. Après, je pense que c'est parce qu'en fait, elle reprend en grande partie tout ce qui faisait la qualité des autres, en fait. Le truc, c'est que tu as déjà entendu et t'es pas surpris. Bon, après, on peut pas demander à John Williams de se réinventer à 90 ans, je suis bien d'accord. Enfin, je sais pas quel âge il a, mais dans les 85, je crois. 85, voilà. Bon, ce serait génial s'il pouvait se réinventer, mais je crois pas qu'il ait trop envie. Du coup, voilà, on est vraiment dans du classicisme et je trouve que c'est dommage. Voilà. Je trouve que c'est une opportunité gâchée, ce film. Et voilà. C'est tout ce que j'en dirais. Du coup, si vous avez, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, mais je pense que c'est tout. Pour moi, c'est tout. Hein. Ouais. Et Eddie, toi, c'est bon? T'as dit tout ce que tu voulais dire. Je pense enfin, moi, non, je sais même pas si on va en reparler dans le bilan, parce que, enfin, peut-être que Morgane va le mettre dans son flop, mais j'ai pas regardé ton flop. Non, il sera pas dans mon flop. Okay, Par contre, on en parlera peut-être dans le bilan de la décennie, parce que ça fera partie des choses qui, voilà. C'est ça. Je pense qu'il va être intéressant, ce podcast. Ouais, et d'ailleurs, du coup, tu viens d'annoncer qu'on fera un bilan de la décennie, mais c'est pas grave. Oui, du coup, voilà, comme ça, de toute façon, c'est annoncé. On va le faire, mais on va prendre notre temps parce qu'on veut voir. Enfin, moi personnellement, et je sais que Morgane aussi, on veut revoir certains films avant de les mettre dans les tops, parce que c'est quand même un truc assez lourd. Donc, ça risque de sortir en février, je pense. Voilà, pour tout dire. Du coup, voilà, on a fini sur Star Wars The Rise of Skywalker, ou l'ascension de Skywalker, épisode 9, et on va passer tout de suite à la Minute Nerd d'Eddie. C'est parti.
On est à la dernière rubrique de ce podcast qui est la Minute Nerd et Eddie nous a réservé quelque chose. On ne sait pas encore de quoi il va nous parler, mais je te laisse la parole, vas-y, c'est à toi. Je vais pas être très original, je vais parler d'un programme qui est disponible sur Netflix depuis pas très longtemps. Ça s'appelle The Movies That Made Us. Ouais. En fait, ils avaient déjà fait ça, mais en version The Toys That avec Made les jouets. Us. Ouais. Voilà. Les jouets, ouais. Et c'était très bien fait. J'ai pas encore eu le temps de les regarder, les deux, mais j'ai eu beaucoup de bons retours. Et bon, c'est très sympa, c'est assez classique, mais oui, c'est assez sympa sur comment un film devient un phénomène comme ça, générationnel, et comment... une influence. Oui, c'est ça, et comment on les a construits, comment on les a pensés, et c'est vrai que parfois ça part de rien. Donc, non, j'ai trouvé ça très bien. Là, pour la première saison, il y avait c'est Dirty Dancing, Maman j'ai raté l'avion, SOS Fantôme et Piège de cristal. Voilà. D'accord. Donc ça dure 46 minutes à peu près. Par épisode. Voilà. Ouais. Et donc du coup voilà, c'est juste ça. J'ai pas grand chose à en dire de plus, mais il y a des intervenants connus. Ah oui, après tous ceux qui ont travaillé sur les films. Alors bon, parfois il y a des acteurs forcément, vu que c'est des films. C'est des films qui datent un peu. Films qui datent un petit peu, oui. C'est les années, principalement, c'est 70, 80, 90. Ouais. Donc, il y a des... Dirty Dancing, Patrick Swayze n'est plus là. Hein. Oui, ça, ouais. RIP. Hein. Donc, il est en train de faire de la poterie ou je sais C'est ça. Pas de tes nouvelles à lui. Et ouais, ok, très bien. Moi, de toute façon, c'est un programme qui m'intéressait aussi et j'ai eu beaucoup de bons retours. Et enfin, c'est le genre de programme un peu léger que tu peux mettre comme ça, tu vois, pour te détendre. Et t'apprends peut-être 2-3 trucs sympas sur le film si t'es pas à fond dedans. Oui, après, j'ai pas forcément appris grand-chose, mais... Oui, je pense. Mais c'est sympa à suivre. Enfin, pour les néophytes total, je pense que ça peut apprendre des choses. Et puis, c'est toujours sympa de revenir un peu sur le passé de certains films. Exactement. Ouais. Ok, très bien. Super. Donc, c'est The Movies That Made Us sur Netflix. Voilà. Uniquement pour ceux qui ont Netflix, évidemment. Effectivement. Très bien. Et du coup, je propose qu'on passe à la fin de ce podcast. C'est parti. On est à la fin de ce 53e podcast Movies Nerd. Du coup, normalement dernier de l'année 2019, mais du coup, comme on l'enregistre en 2020, c'est notre premier de l'année 2020. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, merci aux auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à vous deux, Eddie et Morgan, d'avoir participé comme d'habitude. Toujours un plaisir. Et du coup, on va rappeler toutes les informations. Vous pouvez retrouver le site. C'est là où il y a nos critiques, nos émissions audio-vidéo. C'est moviesnerd.net. Et nos tops. Oui, c'est vrai. Je l'ai pas dit encore, mais il y a l'article comme chaque année en fait. Notre article pour vous souhaiter la bonne année. Du coup, c'est l'équipe Movies Nerd vous souhaite une bonne année 2020 cette fois-ci. Et du coup, vous avez nos tops communs qui sont moi je trouve très bien ce top parce qu'il est très diversifié et il y a plein de choses, voilà, très éclectique et voilà, donc non il est vraiment bien, donc je vous invite à aller lire cet article. Et en plus si vous avez peur que ça vous spoil nos tops, le bilan de l'année 2019, c'est pas le cas. Vous n'avez pas il n'y a pas les tops d'Axel et moi. Et de Morgane non plus.
Et de Morgane, pardon. Non, oui, du coup, il y a que les tops des personnes qui ne seront pas du coup dans le podcast bilan de l'équipe Movies Nerd. Comme ça permet de... En sachant que nos tops sont pris en compte pour le top. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai récupéré tous les tops. J'ai fait mon petit classement avec des points. Si c'est numéro 1, il a 10 points et ainsi de suite. Et du coup, les films qui ont le plus de points sont les premiers. Il y a il y a un ex-aequo en premier en plus. Ce qui est la première fois qui est arrivé, et du coup quand j'ai vu ça au niveau du calcul des points, je me suis dit ah mince, tiens, c'est sympa. Voilà, donc je vous invite à aller lire cet article sur moviesnerd.net. Bien sûr, il y a aussi des critiques écrites, il y a aussi des émissions audio et vidéo. Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook, c'est moviesnerd tout court, sur Twitter c'est movies_nerd, et sur Instagram, c'est moviesnerd_officiel. Voilà. Pour nous contacter par mail, si vous avez des idées, des suggestions, machin, etc., c'est contact@moviesnerd.net. Ensuite, oui, vous pouvez noter le podcast sur iTunes et PodCloud. Ça nous permet de monter dans les classements des podcasts francophones qui parlent du cinéma. Ça doit pas se noter sur PodCloud, je crois pas que ça se note en fait, ouais. Sur Spotify, je crois que ça se note pas. Sur Spotify, ça se note pas, mais vous pouvez toujours l'écouter. Et du coup, maintenant, sur Spotify, sur Deezer, sur TuneIn, sur Stitcher, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, voilà. Donc, ça nous fait quand même... Sur partout où on écoute des Voilà, choses. c'est ça, exactement. Sauf sur SoundCloud où... il demande un abonnement, et voilà, j'ai pas envie de payer un abonnement. Ah non. Voilà. Nous sommes libres et indépendants. Exactement. Même si on est sur Spotify, on est quand même libre. Oui, mais on paye voilà, pas. c'est ça, on paye pas, et puis bon, ils passent de la pub avant nous, mais on récolte rien. Voilà, au cas où. Pas un radis. Pas un radis, oui, vraiment, il n'y a rien du tout. Le compte Movies Nerd est actuellement désert. Il n'y a rien du tout. Allez, mais bon, c'est comme ça. Du coup, je crois que j'ai à peu près... Ouais, j'ai tout dit. En fait, iTunes, c'est la seule plateforme où vous pouvez noter, et ça nous fait monter dans les classements. D'ailleurs, ça s'appelle même plus iTunes, je suis un vieux, puisque ça s'appelle Apple Podcast maintenant. Mais bref, voilà, c'est toujours la même chose. Moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Sens Critique, sur Movies Nerd, sur Twitter, Instagram aussi, c'est TheLexal, TheLexal. Voilà. Morgane, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur Twitter. Donc @cinémorgane, on peut me retrouver. D'ailleurs, tu as changé ton handle. Oui, parce que Morgan Cinéman, ça faisait un peu jeune cinéphile de 14 ans qui découvre Tarantino et Fight Club, quoi. Donc du coup, j'avais envie, donc c'est un peu ça. Donc j'avais un petit peu envie de changer. Donc au début c'était M le cinéphile, quand même le maudit, mais il y a quelqu'un sur Twitter qui s'appelle comme ça. Donc du coup j'ai mis M le maudit cinéphile parce que je suis un maudit cinéphile. Voilà. Et que tu as bien vu M le maudit de Fritz Lang, bien sûr. Bien sûr, j'ai vu la jaquette. Ah oui, bien sûr. Non, je l'ai pas vu celui-là. Ah oui, en plus. Non, je l'ai pas vu. C'est ça. Non, mais c'est forcément un chef-d'œuvre, voilà. Non, il est très. Honnêtement, je te le conseille. Surtout quand on ne l'a pas vu. Je te le conseille, il est non, mais très bon. j'ai envie de le voir. Ça fait partie des films sur ma liste. En plus, il est pas long, c'est ça qui est bien. Ouais. Je trouve. C'est pas comme le Terrence Malick. En tout cas, on peut aussi me retrouver sur Sens Critique. Oui, je l'alimente pour Sens Critique, même que j'écris un peu dessus. Pas sur tous les films. Par exemple, le film que j'ai vu hier, j'ai pas écrit dessus. Je vais peut-être écrire sur celui que j'ai vu aujourd'hui qui s'appelle Selfie. C'est épatant. On en reparlera. Et puis voilà, donc le pseudo, je l'ai pas donné. Il me tente bien celui-là aussi. Comment ? Selfie, il me tente bien. Selfie, ouais. C'est un film à sketch. Il faut aller le voir ou pas ? Dis-moi. Oui, il faut y aller, Okay, c'est intéressant. C'est un film à sketch, donc il y a du bon, du moins bon. Oui. Mais je peux vous garantir que, même moi qui suis hyper connecté, hyper dépendant, ça soulève beaucoup des questions. C'est un espèce de Black Mirror version comique, mais qui dénonce tout autant si ce n'est plus. Voilà. Ok, très bien. Donc on en reparlera. Donc mon pseudo c'est Mogo Sheridan, hein, M-O-G-O, Sheridan bien comme sûr, voilà. Comme Bay. Comme ton je amour de pas toujours. trop fort parce qu'il y a mon copain qui est pas loin. Et c'est tout, voilà. Voilà, Twitter très et bien. Sens Critique. Ok, Eddie.
Ouais, ça ne change pas, hein. Et pour 2020, ce sera pareil. C'est sur Sens Critique, sur Facebook, sur Movies Nerd, partout, YouTube, et c'est Istark partout. Ouais. Et des fois, il faut rajouter un 91. Sur voilà. Ou un play. Ça devient compliqué. Voilà. Hein. non, c'est tout. Ouais, très bien. Ok, ben voilà, on vous remercie encore d'avoir écouté jusqu'au bout ce 53e épisode du podcast Movies Nerd. On revient très prochainement, il va y avoir le bilan de 2019. Il va y avoir aussi le podcast de janvier, le Movies Nerd 54, hein, puisqu'il y a pas mal de films qui sont sortis en janvier qui sont intéressants. Voilà. Moi j'ai vu un seul film en 2020 pour l'instant, et c'est un gros coup de cœur pour ma part, donc j'en dirai pas plus. Et du coup, voilà, on va se retrouver prochainement pour tous ces podcasts. À plus. Salut. Tu vas perdre la vie ou perdre la vue. Et c'est balles, le temps passe vite. T'auras 30 piges après ta clope. Les jours moroses, regarde là-haut. Tu verras papa, on s'est compris.